Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans ce décryptage, on va voir comment une identité Web3, un réseau décentralisé, vient littéralement s'emboîter dans les rails du plus grand système financier mondial. On oublie les annonces crypto un peu survendues qu'on a l'habitude de voir. Là, on parle d'une véritable mutation d'infrastructure. On va décortiquer l'alliance entre Interlink Labs et Mastercard. C'est franchement fascinant parce que ça touche à la base même, comment la valeur circule aujourd'hui sur la planète. C'est parti pour une plongée dans les coulisses de ce partenariat. Le pont entre l'ambition du Web3 et la réalité du commerce mondial. Cette phrase, elle vient directement de leur document stratégique et elle tape pile dans le mille. On le sait tous, le gros point faible de cette industrie, ça a toujours été le gouffre entre le grand idéal d'une finance sans frontières et le simple fait d'aller s'acheter un café. L'idéal se prenait un mur, arrivait à la caisse. Mais ça, c'est en train de changer. Ce qu'on voit ici, c'est l'identité numérique on-chain qui se connecte directement aux dépenses du monde réel, sans friction et surtout sans sacrifier la décentralisation. Pour bien comprendre l'ampleur du projet, on va suivre ce plan. D'abord le pont Web3 et réalité, ensuite les fonctionnalités premium, puis on regardera l'infrastructure Mastercard, comment ça alimente le moteur économique, la création d'une demande structurelle, pour finir sur l'économie du réseau humain. Commençons tout de suite par notre premier point, connecter le Web3 à la réalité via des fonctionnalités premium. On a tous connu ces cartes liées aux cryptos qui promettent monts et merveilles, mais qui au final sont super limitées au quotidien. Et bien là, la carte Interlink Mastercard, elle se positionne direct comme un produit bancaire haut de gamme. Pas besoin d'attendre. L'intégration native est dingue. Apple Pay, Google Pay et bien sûr tous les terminaux de paiement physiques. Fini les bidouillages, les conversions manuelles qui prennent des heures ou les applis tierces un peu obscures. Que ce soit pour un panier Amazon, commander un Uber, faire un virement PayPal, acheter sur Shopee ou juste payer son abonnement YouTube ou TikTok, ça passe tout seul. C'est l'expérience utilisateur poussée au max. La technologie s'efface complètement derrière un simple paiement. 50 000 $. Oui, c'est la limite de transaction. On est d'accord, c'est pas juste une petite carte de dépannage pour s'acheter un sandwich à midi. Cette limite, elle est taillée pour du commerce sérieux. On parle de grosses dépenses pro, de voyages internationaux, d'achats de valeur. Le message est hyper clair, le Web3, c'est plus un bac à sable. Avec ça, on se retrouve instantanément au même niveau de liberté d'action qu'un client premium de la finance traditionnelle. Et ça nous amène au deuxième point, l'infrastructure de confiance Mastercard. S'associer avec un mastodonte pareil, c'est pas un hasard. C'est un choix hyper stratégique pour propulser l'écosystème au niveau institutionnel. Mastercard, c'est quoi? C'est plus de 100 millions de commerçants dans plus de 210 pays. Mais c'est pas qu'une question de géographie, c'est surtout 60 ans d'héritage de confiance. On parle de protection anti-fraude blindée, de gestion des litiges et d'un alignement avec les normes réglementaires mondiales les plus strictes. Récupérer toute cette conformité dès le premier jour, c'est s'offrir une crédibilité institutionnelle qui prend normalement des décennies à construire. On passe au troisième point, le cœur du réacteur, le moteur économique et le parcours des jetons ITLG et ITL. C'est là que la mécanique devient vraiment brillante. Regardons un peu le parcours du jeton. C'est une boucle en 4 étapes. 1. On mine l'actif ITLG sur son téléphone, via l'application, un petit geste toutes les 4 heures. 2. On convertit ça en VITLG, la version certifiée, pour sécuriser le système. 3. On va stacker, donc verrouiller cet actif sur la blockchain pour générer du jeton ITL. Et 4. Attention, c'est là qu'est la vraie magie, ce jeton ITL est instantanément dépensable sur le réseau Mastercard. En résumé, on prend un truc miné sur un smartphone et on le transforme en pouvoir d'achat global, direct, dans l'économie réelle. C'est fort. Quatrième étape de notre analyse, et non des moindres, la création d'une demande structurelle. Mais alors comment le fait d'acheter un truc dans le monde physique va nourrir l'écosystème numérique? La réponse, c'est le protocole de capture de valeur. C'est un mécanisme invisible mais redoutable. À chaque fois qu'on utilise la carte, un billet de train, un resto, peu importe, un petit pourcentage de la transaction repart automatiquement dans l'écosystème via des rachats sur le marché. Donc chaque achat du quotidien, partout sur la planète, crée une demande mécanique et constante pour le jeton. C'est la boucle de rétroaction parfaite. Et ça change absolument tout. D'habitude, un actif numérique, ça vit au rythme de la spéculation, des cycles de hype ou du dernier tweet à la mode. C'est hyper fragile. Ici, le modèle économique est radicalement différent. La demande, elle grandit proportionnellement au volume de vrai commerce qui passe par ce réseau de paiement. On remplace la pure spéculation par de l'utilité réelle. C'est littéralement l'activité économique de tous les jours qui sert de carburant au système. Ça redéfinit complètement comment on voit la valeur à long terme. L'effort de minage de départ sur l'appli devient une sorte de droit futur sur le pouvoir d'achat mondial. En devenant un moyen de paiement super crédible et massif, l'actif sort de sa petite bulle tech. Ça ouvre grand la porte aux institutionnels, aux trésoreries d'entreprises, qui peuvent voir ça non plus comme un gros pari risqué, mais comme un vrai canal d'échange robuste. Cinquième et dernière grande partie, l'économie du réseau humain. Prenons un peu de hauteur pour voir la big picture.
L'idée finale, c'est de donner à un réseau mondial d'identité vérifiée le même accès économique, peu importe le passeport. Imaginons quelqu'un à Singapour qui interagit avec le réseau et qui va ensuite utiliser ça tout simplement pour payer ses courses lors d'un déplacement au Vietnam. Ou quelqu'un au Brésil qui paie ses abonnements numériques internationaux sans se faire matraquer par des frais bancaires exorbitants. L'infrastructure vient littéralement gommer les frais de change punitifs et tous les intermédiaires qui freinent le commerce aujourd'hui. Le réseau humain rejoint officiellement le système financier mondial. Et c'est énorme. Concrètement, ça veut dire qu'un entrepreneur basé au Nigeria peut faire une transaction pro de 50 000 $ avec la même fluidité et la même sécurité qu'un trader de Wall Street. On nivelle les chances par le haut, on dépasse les frontières et on efface les disparités économiques pour unifier les échanges. Tout simplement. Bien sûr, Mastercard, ce n'est que la fondation. Ce qui arrive sur la feuille de route, c'est assez fou. On parle d'une expansion vers 10 000 nouveaux points de paiement physiques, mais aussi de l'arrivée massive des trésoreries institutionnelles, d'un futur partenariat avec Visa et, cerise sur le gâteau, l'intégration d'agences IA pour optimiser les flux de transactions. L'objectif final est très clair, bâtir une économie de réseau 100% autonome et vérifiée. La vraie question aujourd'hui, c'est plus de savoir si la tech décentralisée peut s'intégrer au monde réel. La preuve est sous nos yeux. Non. La vraie question, celle qui va redéfinir la finance de demain, c'est: que se passe-t-il quand des millions d'identités vérifiées deviennent organiquement une économie mondiale à part entière, sans friction et qui s'auto-alimente? Ça laisse rêveur, non? C'est le début d'une toute nouvelle ère pour les paiements.